Oui, j'aurais une question sur le rapport des révolutions à l'international. Vous aviez parlé dans la présentation du colloque, par exemple, de, de la manière dont vous avez reçu le prix Nobel de la paix. Je pense aussi à Kant, donc, quand il pense l'échec de la Révolution française, en fait, quand il pense sa réussite en termes de sympathie internationale. Mais du coup, la question qui me vient, c'est quel poids donner pour des révolutionnaires, justement, à cette reconnaissance internationale, c'est-à-dire de l'intérieur, quand des révolutionnaires font la révolution, s'ils sont reconnus par une institution internationale, est-ce que ça leur donne une force, ou est-ce qu'au contraire, ça leur fait dire « mais ces institutions internationales avaient reconnu le dictateur avant nous, elles nous reconnaissent aussi ». Du coup, est-ce qu'elles nous imposent une continuité dont nous ne voulons pas, puisque nous voulons rompre, ou est-ce qu'au contraire, c'est nous pouvons être soutenus par d'autres pays, donc nous pouvons attendre un soutien international qui potentiellement pourra payer, justement, même par les diasporas, qui pourraient revenir au pays et qui pourraient rapporter d'autres idées internationales. Ou alors, si on pense à l'exemple de la Révolution d'Espagne, même par des soldats, donc je dirais de la force physique de résistance qui pourrait venir de l'international. Donc comment justement, si on repose cette question de rupture et de discontinuité, peser, du coup, ce rapport international de la Révolution. Ok, merci. Do you wish to take a second question from the floor, or do you wish to respond? Mohamed. Pardon. Yes. Oui. Différentes questions, plusieurs questions. Moi, c'est ce que je croyais, oui. Non? On répond question par question? Vous préférez? Ok, d'accord. All right. Who else is asking for the microphone? D'accord, écoutez, je vais répondre à la question que vous venez de poser en vous remerciant. Le poids de la reconnaissance internationale pour la Tunisie, en tout cas, c'est énorme. La Tunisie n'est pas l'Iran. Et donc, la Tunisie est enserrée entre des puissances régionales comme l'Algérie, par exemple, qu'elle ne peut pas ignorer, mais également à des relations économiques, commerciales, etc., avec l'Union, de toutes sortes, académiques, tout ce que vous voulez, avec l'Union européenne, et sa sécurité est assurée en grande partie par les États-Unis. Et donc, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que cette reconnaissance internationale, ou plutôt je parlerai de soutien international, est extrêmement important pour un pays comme la Tunisie. Par exemple, regardez, l'actuel président est venu au début lorsque il recevait les classements, vous savez, des organismes internationaux de classement de la crédibilité économique des États pour l'investissement, etc. Il a pris ça de haut, et même avec une certaine dérision, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces instituts internationaux qui sont en train de nous cataloguer, nous sommes un peuple souverain, etc., etc. En fait, il ignorait la réalité des choses. Maintenant, sa feuille de route, il l'a pratiquement décidé par la pression, à cause de la pression de l'international, notamment du FMI, qui conditionne les crédits qu'il peut donner, parce que la Tunisie est dans une situation financière catastrophique. Vous savez que tous les mois, la discussion tourne autour du paiement mensuel des fonctionnaires. Tous les mois. Le problème se repose tous les mois. Et donc, sans l'aide étrangère, l'aide financière étrangère, l'État peut rentrer dans une sorte de situation de banqueroute. Par conséquent, la reconnaissance internationale de tout ce qui se fait en Tunisie est une nécessité. Maintenant, au sujet de la révolution, effectivement, nous avons eu l'appui international. Pourquoi? Mais parce que tout le monde a compris de la révolution tunisienne que c'était une révolution démocratique et libérale. Après tout, la révolution et ses slogans, c'était la liberté, c'était le pluralisme, c'était l'état de droit et c'était même la laïcité.
c'était même la laïcité. On a vu le slogan laïcité. Il n'y avait rien de religieux dans la révolution elle-même. Dans les 29 jours de la révolution, il n'y avait pas un slogan religieux. Donc tout le monde a compris que c'était une révolution qui était une révolution démocratique, d'où la sympathie et le soutien de la plupart des États du monde, même ceux qui n'aiment pas vraiment la démocratie libérale. En tout cas, l'Union européenne et les États européens individuellement ont soutenu la révolution tunisienne, les États-Unis ont soutenu la révolution tunisienne, et le prix Nobel de la paix est venu consacrer tout cela. Et voilà, donc nous ne pouvons pas, vous voyez, ce n'est pas un problème de choix, nous n'avons pas le choix. Le soutien et la reconnaissance internationale pour un pays comme la Tunisie est une condition sine qua non de son fonctionnement intérieur, indépendamment de toute révolution, de son fonctionnement interne. Would anyone else in the audience like to have the microphone to ask a question? If not, then let us go back to the panel, perhaps. Merci, Monsieur le Président. Non, je voudrais en fait réagir à vos présentations en essayant d'alimenter un peu la question générale qui nous occupe ici, c'est-à-dire à la fois comment définir les révolutions politiques et comment les penser dans leur dynamique comparativement avec les outils des sciences sociales. Et en effet, je répartirais peut-être de ta conclusion, Yad, il se pourrait que cette évolution autoritaire de la révolution tunisienne soit un nouveau rebondissement historique pour une relance de la dynamique démocratique par le bas, populaire. Alors je pense que les révolutions sont l'un des objets les plus fascinants pour les sciences sociales, précisément et notamment pour des sociologues, précisément puisqu'elles confrontent en fait le chercheur à la limite des concepts qu'il a l'habitude d'utiliser pour penser la réalité sociale. Et je dis surtout pour les sociologues, parce que les sociologues ont l'habitude, comme vous le savez, 99% du temps, de réfléchir à comment les sociétés se reproduisent dans le temps, et pas tellement comment elles changent dans le temps. Alors que les révolutions sont des moments où le changement non seulement devient possible, mais il se réalise institutionnellement. Il faut distinguer ces deux énoncés. Le changement se réalise institutionnellement suivant un schéma de dépendance, path dependency, qui est inscrit dans les événements. Et tu as bien montré comment, en fait, les acteurs aux échelles institutionnelles agissent dans l'incertitude, mais ce sont les choix précédents qui prédéterminent les choix successifs. Et ces choix sont aussi déterminés par l'imprévisibilité des événements. Et d'autre part, quand je dis que le champ des possibles s'ouvre à l'échelle micro, donc du point de vue des individus qui de près ou de loin sont touchés par les événements, alors là c'est encore plus vertigineux, parce qu'il faut imaginer des centaines de milliers d'individus aux socialisations différentes, aux origines sociales différentes, aux politisations différentes, qui sont touchés par les événements, qui les réélaborent dans leur expérience. Alors certains seront militants, s'engageront activement avec une certaine vision de la révolution à défendre. D'autres, peut-être, ne s'engageront pas, mais verront la réalité sociale autrement. Leur quotidien, le quotidien des rapports de domination qu'ils pâtissent autrement. Donc c'est réellement vertigineux. L'image de la révolution que le sociologue devrait avoir à l'esprit, c'est au fond, c'est la théorie du chaos en sciences physiques, c'est à la fois, disons, une incertitude systémique à l'échelle des institutions, du point de vue macro, et à la fois une sorte d'incertitude en boule en neige où les individus changent et ils changent aussi par leurs interactions
Et ça, évidemment, ça a une durée considérable. L'autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, comme je le dis souvent, la durée des transformations institutionnelles est souvent plus limitée dans le temps pour des raisons de stabilisation. Tout simplement, tu l'as dit, hein, on ne peut pas prendre 4 ans à stabiliser une révolution. Les passions retombent, on a besoin d'administrer les choses, le droit, la bureaucratie, les affaires courantes, alors que les transformations subjectives peuvent durer des années, peuvent être transmises de façon intergénérationnelle. Aujourd'hui, les études sur mai 68 le montrent très bien, comment la mémoire de mai 68 est transmise d'une génération de militantes à l'autre. Donc ça peut durer des dizaines d'années. Donc il y a une asynchronie entre les transformations institutionnelles en situation d'incertitude et les transformations subjectives qui se transmettent de socialisation en socialisation, y compris à une échelle internationale, avec le cas des diasporas, des exodes de révolutionnaires qui vont agir pour des révolutions dans d'autres pays. Donc c'est vraiment une image d'une très très grande complexité. J'aime bien dire que, voilà, de ce point de vue, les révolutions sont un des objets les plus passionnants pour un sociologue, comme je crois le chaos peut l'être pour un physicien de la matière, parce que ça confronte vraiment la sociologie à sa propre limite, qui est celle de la reproduction à l'inertie, à l'identique, de la détermination des conduites. Voilà, on a affaire à une situation où les possibles s'ouvrent, en même temps tout n'est pas possible non plus, hein. Ce sont des possibles qui sont limités par des événements, par des choix, par des séquences précises et des contextes. Oui, je voulais... tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de bien développer l'idée. L'analyse des révolutions ne peut pas être vue, lue, comprise avec une psychologie et une attitude de neutralité ou d'indifférence. Je m'explique. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de notre collègue Mohamed Hachmaoui qui a écrit sur la révolution algérienne. Donc, il est venu détruire ce qu'il appelle la doxa sur la révolution algérienne. Il s'en est suivi un véritable... une guerre civile intellectuelle, quasiment, à cause de cet article, parce que ça n'a pas été accepté par tous ceux qui partagent le discours officiel qu'on nous a seriné pendant des années et des années et des années, aussi bien en Algérie qu'en dehors de l'Algérie, sur la révolution algérienne, le rôle du FLN, etc., etc. Donc vous voyez que la situation du chercheur, dans certaines conditions, peut être extrêmement difficile. Et il faut un certain acte de courage, parfois, pour affronter le domaine. La deuxième chose, c'est que, tout à l'heure, j'ai parlé pour expliquer pourquoi on avait mis Nelson Mandela là-dessus, parce que j'avais été frappé par une chose, c'est que dans le catalogue des révolutions, en général étudié jusqu'à nos jours, le cas de l'ANC et de Nelson Mandela ne figurait pas. Et une fois, dans une discussion avec un collègue, il m'a dit « Mais il n'y a pas de révolution. Toi-même, tu définis la révolution par la chute d'un régime. Or, en Afrique du Sud, il n'y a pas eu la chute d'un régime. Il y a eu une nouvelle... Il y a eu la commission Vérité et Réconciliation. Il y a eu une modification de la Constitution. Donc, il n'y a pas eu de changement de régime. Oui, peut-être au sens formel du terme, mais enfin, le changement de régime ne dit pas son nom formellement et ne s'exprime pas formellement, mais il est là. L'équilibre politique qui existait dans l'Afrique du Sud de l'apartheid n'existe plus après Mandela. Le jour où Mandela a pris le pouvoir, et même avant, nous avons su qu'un régime politique venait de tomber et remplacé par un autre régime politique sans que cela se voie d'une manière formelle, par une modification de la Constitution ou le remplacement total des anciens dignitaires de l'ancien régime, etc., etc. Mais il y a eu un changement de régime. Le changement social, n'en parlons pas. Le changement social, n'en parlons pas. Parce que
Même, alors on me dit autre chose, autre argument. On me dit oui, mais dans la réalité, ça n'a pas beaucoup changé. En Afrique du Sud, aujourd'hui, dans la réalité, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, peut-être que dans la réalité, effectivement, il y a encore des poches de ségrégation, bien sûr. Mais vous savez, le jour où l'esclavage a été supprimé, la pratique de l'esclavage n'a pas été supprimée immédiatement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'annoncer un principe, de rendre un principe officiel est déjà un grand acquis, parce qu'il prépare les évolutions futures. Maintenant, le jour où la réalité va coller à la norme, ça va demander un temps très très long. Mais le changement de norme, l'interdiction de l'esclavage, l'acceptation de l'égalité homme-femme, par exemple, dans une constitution ou dans une loi, même si immédiatement ça ne va pas entraîner l'égalité homme-femme, est quelque chose d'extrêmement important, parce que là, nous entamons un nouveau départ, nous entamons quelque chose de nouveau, et pour attendre que la réalité colle à la norme, là, ça va prendre beaucoup de temps. Et il en est ainsi de toutes les révolutions. Hein. C'est l'égalité homme-femme, la suppression de l'esclavage et de grandes questions comme ça. En Tunisie, on était sur le point d'adopter une loi d'égalité successorale entre l'homme et la femme. Ça n'a pas été possible, malheureusement, et ça le sera de moins en moins. Mais le fait déjà d'en parler publiquement est déjà quelque chose, est déjà un acquis considérable. J'acquiesce. Je suis tout à fait d'accord. On revient à la salle ? Yeah. Oui, merci pour ce matin. Une question qui porte sur le droit. Quel est le rapport du droit à la révolution, ou plutôt des révolutionnaires au droit ? Et en particulier, est-il possible de définir sur le plan exclusivement juridique le concept de révolution ? Voilà. Merci. C'est un immense problème pour les juristes. Parce que pour les juristes, une révolution, c'est une aporie absolue. C'est une contradiction absolue. Parce que d'un côté, une révolution, par définition, met fin à l'application d'une constitution. Une révolution tue une constitution. Elle assassine une constitution, elle assassine un régime politique, elle le fait descendre. Mais d'un autre côté, le juriste sait que cette révolution va être l'édificatrice d'un nouvel ordre juridique. C'est sur la révolution que le nouvel ordre institutionnel, dont on a parlé ce matin, mais le nouvel ordre juridique également, va s'édifier. Et donc les juristes sont partagés sur cette question. Il y a une guerre civile entre nous, juristes, sur le fait de savoir quel est le statut de la révolution dans la science juridique. Alors, il y a certains juristes, de très grands juristes, comme Kelsen, par exemple, comme Hans Kelsen, qui disent « le phénomène révolution n'intéresse pas le droit. Ce n'est pas un problème juridique, ce n'est pas un problème de droit. » Nous prenons Carré de Malberg, Hans Kelsen et des gens comme ça, les positivistes d'une manière générale, refusent d'examiner le phénomène révolutionnaire du point de vue juridique. C'est un refus catégorique. Il prend la Constitution telle qu'elle est en fonctionnement, la loi telle qu'elle est en fonctionnement. Le jour où cela disparaît, on n'a plus rien à dire. Bien. Mais il y a d'autres juristes, maintenant je crois qu'ils sont en train de se renforcer actuellement, qui pensent que justement parce que le phénomène révolutionnaire est la destruction d'un ordre juridique et la naissance d'un nouvel ordre juridique, doit être pris en considération par les juristes sous cet angle-là. Et Gaël Demlemestre vient de nous donner l'exemple de la Constitution américaine. C'est quand même une révolution qui a débouché sur, après beaucoup d'hésitation bien sûr, sur une constitution. Et pour la révolution tunisienne,
immédiatement après la chute du régime, la pression de la rue a fait que nous nous sommes dirigés vers l'élection d'une Assemblée nationale constituante pour élaborer une nouvelle constitution. Et c'est ce qui se disait dans la rue à la fin du mois de janvier 2011. Donc vous voyez, c'est très ambigu. Pour répondre à votre question, je dirais que pour les juristes, c'est un grand problème qui a beaucoup préoccupé les juristes, et nous sommes divisés sur la question entre ceux qui pensent que le phénomène révolutionnaire a peut-être examiné du point de vue juridique et d'autres qui disent non du tout, c'est pas ça du tout, il faut exclure, c'est pas un sujet juridique. Donc, Tu te rapproches un dans la tradition que moi je travaille, qui est plus 16e, 18e, juste naturalisme et tout, ça a été un grand problème, puisqu'il y a eu des révolutions, des renversements de régime. Hein, déjà, donc, vous avez le cas des Provinces-Unies, le plus marquant au XVIIe siècle. Et là, il y avait un besoin argumentatif. Donc il y a eu un grand développement de la théorie du droit et justement ce qu'on appelle le fondement de la théorie contractualiste, politique. C'est-à-dire que donc ça se fondait déjà dans la seconde scolastique espagnole du début du XVIe siècle, qui reconnaissait naturellement au peuple les droits politiques. Donc dans la reconstruction de l'époque, Dieu avait transmis par droit naturel les droits politiques au peuple. Et ça a été développé après sur une tradition contractualiste politique, c'est-à-dire que le peuple contracte avec le souverain, lui remet les droits, mais comme ils sont liés par un contrat contraignant, si le souverain viole les termes du contrat, le peuple récupère ses droits. Et donc ça a réussi, donc cette tradition de pensée a réussi à garder la notion de rupture sous l'angle du droit. Ils en avaient besoin justement pour justifier leur tentative. Voilà, donc là on est dans les... par rapport à moi. Et pour rebondir, effectivement, le cas vénézuélien comme le cas bolivien sont aussi des cas justement de révolution à proprement parler, comme je l'ai dit aussi dans mon intervention, précisément car ils ont procédé à une refonte de la Constitution. Donc, dans les deux cas, suite à l'élection de Chavez et de Morales, se mettent en place des assemblées nationales constituantes qui rédigent des nouvelles constitutions et qui, justement, insistent sur la dimension révolutionnaire de cette activité juridique en rénommant leurs républiques respectives, donc la République bolivarienne du Venezuela en 99 et la République plurinationale de Bolivie à la suite donc de l'Assemblée constituante. Donc il y a cet acte aussi symboliquement très fort de renommer la République en montrant qu'effectivement on va vers une République plus incluante avec des nouvelles prescriptions de droits, etc. Alors après il y a une tradition effectivement juridique qui a été plus attachée au fond à penser ce qui se passe dans les phénomènes de latence du droit, de crise du droit. Et je pense en particulier au texte que Max Weber avait consacré en tant que sociologue du droit aux révolutions de 1904 en Russie, et puis son texte très connu sur le parlementarisme allemand, donc à comment changer effectivement la constitution allemande, et il avait été l'un des acteurs d'ailleurs de la constitution de Weimar, suite à la révolution weimarienne puis spartakiste. Donc effectivement il y a des outils, c'est-à-dire que dans les constitutions modernes il y a bien des articles qui prévoient ce qu'il faut faire en cas d'impossibilité de constitution d'une majorité qui puisse donner lieu à un gouvernement, de crise d'un gouvernement, etc. Je pense à la constitution italienne que je connais bien puisque je suis italien. Il y a un article qui donne effectivement au président de la République la possibilité de dissoudre les chambres en cas de crise grave. Voilà, donc effectivement, même si la révolution
c'est un peu le summum d'une crise. C'est une crise systémique qui met à bas le régime politique, sa légitimité et donc son droit. Il y a, disons, des situations d'exception. Tu l'as évoqué d'ailleurs pour le cas... mais ce sont des situations très dangereuses. Parce que en Allemagne, par exemple, la République de Weimar, l'article 48 de la Constitution allemande a été mis en application par la République de Weimar elle-même. C'est devenu quasiment une habitude, ces pouvoirs exceptionnels. Et on sait à quoi ça aboutit. Lorsque Hitler a pris les pouvoirs d'une manière tout à fait légale en 1933, la première chose qu'il a faite, c'est les lois de plein pouvoir de 1933 sur la base de l'article 48 de la Constitution allemande. C'est pour ça, moi, que je me méfie. Vraiment, là, je suis peut-être un peu trop subjectif, je vous le dis franchement. Je me méfie de cette utilisation des états d'exception parce que je sais que ça tourne très souvent très mal. Cet article 48 de la Constitution allemande est un exemple topique quand même. C'est la même chose pour cet article 80 de la Constitution tunisienne. Aujourd'hui, on institue des états d'exception. Pendant combien de temps? Avec quel délai? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et Giorgio Agamben, d'ailleurs, vient de sortir un très beau livre sur l'état d'exception dans lequel il dit un peu ça, les craintes que ce genre d'état d'exception peut entraîner, parce que les conséquences peuvent être très, très graves. Alors, je pensais justement à Agamben en parlant d'état d'exception. Alors là, c'est une critique radicale du droit comme mécanisme de production de l'ordre, parce qu'il dit il se fonde sur l'exclusion, au fond, et donc sur la prérogative excluante de sa propre légitimité. Mais ce que je voulais dire, c'était pas du tout évidemment, tu l'as compris, hein, je légitimais pas du tout l'état d'exception. Je disais simplement qu'il y a des traditions juridiques qui en pensaient peut-être pas jusqu'à la Révolution, mais en tout cas à la possibilité d'une remise en cause interne d'un ordre juridique, donc une crise de cet ordre qui ne remette pas en cause l'ordre dans son ensemble. Voilà. Go back to the audience, please. Merci. En vous écoutant tous ce matin, j'ai envie de soulever un paradoxe. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vois bien en vous écoutant l'interaction extrêmement étroite, à la fois synchronique et diachronique, entre la révolution et la contre-révolution. Est-ce que ça vous semble pertinent, partant de cette très forte interaction entre les deux, de penser la révolution en intégrant la contre-révolution, c'est-à-dire d'intégrer dans l'opération de définition de la révolution le facteur même de contre-révolution, et de ne pas se contenter des définitions consensuelles de Skocpol, etc., et d'autres. Est-ce que ça vous semble pertinent, partant de cette étroite interaction entre les deux? Merci. Je peux rendre la politesse. Tu me retournes le plaisir. Alors, c'est une question très, très compliquée, parce que... alors, ce que j'essayais de dire, c'est que il n'est pas assuré, dans un moment de changement révolutionnaire, que ce changement se fasse selon les vœux les plus progressistes, pour utiliser un mot qui est aussi chargé de sens, de ces acteurs. Donc effectivement, les révolutions peuvent se retourner contre elles-mêmes et elles peuvent déboucher donc dans des situations contre-révolutionnaires, voire même conservatrices de l'ordre que la révolution avait écrasé. Ensuite, il ne faut absolument pas faire l'exercice qui consiste à imputer à la fin d'une révolution, c'est-à-dire à la réalité de son échec, les causes et même les dynamiques qui l'ont fait naître. C'est cet écueil
qui serait totalement téléologique et rétrospectif est, à mon sens, l'une des modalités de la pensée réactionnaire. C'est-à-dire dire que les révolutions, du fait que peuvent échouer, échouent par définition, et que donc telle révolution avait tout pour échouer parce qu'elle a échoué, ça c'est justement rater l'exercice de la complexité, l'exercice de l'explication, qui est de comprendre comment, à différentes échelles et dans des contextes mouvants, telle révolution a échoué. Et donc ne pas prendre en compte qu'en fait, les révolutions sont des séquences qui ont une historicité et qui sont mises en action par des individus, qui ont une certaine rationalité, qui peut aussi changer, etc. Donc, intégrer la perspective de la contre-révolution dans la définition de la révolution, ça voudrait dire, en fait, intégrer la possibilité qu'une révolution ne se réalise pas suivant les meilleures attentes de leurs acteurs, mais ne jamais imputer à la dynamique révolutionnaire l'horizon de son échec, du fait que d'autres révolutions par le passé ont échoué, et du fait que donc, par définition, dans le cours naturel des choses, comme s'il y avait une loi, les révolutions échouaient. Alors, Non. je rappelle juste, à titre général, que les sciences sociales sont des sciences non nomologiques. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent absolument pas énoncer des lois parce qu'elles raisonnent à partir de la matière vivante de l'arbitraire des choix humains. Et c'est la grande différence, je pense, qui a été énoncée dès la fin du XIXe siècle entre les sciences de la nature et les sciences de la culture, même si nos collègues dans les sciences expérimentales découvrent que les choses ne sont pas forcément aussi évidentes aussi de leur côté lorsqu'il s'agit d'énoncer des lois universelles et valides en tout temps. Alors là aussi, il y a un problème de définition. Parce qu'une contre-révolution ne signifie pas obligatoirement l'échec d'une révolution. Moi, je dirais que toute révolution suscite une contre-révolution. Ça va avec. Ça va avec, ça ne peut pas ne pas aller avec, parce que toute révolution va déranger un ordre social, va bouleverser des statuts, va bouleverser des intérêts et donc provoquer des réactions contre la révolution. Moi, je dirais que... D'abord, est-ce que vous pouvez me citer un seul exemple d'une révolution qui n'a pas eu sa contre-révolution? Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Toute révolution a une contre-révolution. Parfois, cette contre-révolution réussit et parfois elle échoue parce qu'elle est minoritaire, parce que la révolution continue à avoir des soutiens majoritaires. Mais que la révolution réussisse ou échoue, de toute manière, la contre-révolution fait partie de l'existence même d'une révolution. Alors, s'il fallait entendre voilà, votre c'est question comme ça, voilà, en voilà. ce sens-là, voilà, je c'est ce que souscris je totalement à ce que dit, voilà. à ce que dit Yann. Voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous proposez un changement politique d'un régime, il y a un mouvement conservateur qui se met automatiquement en place Voilà. pour le conserver. Oui. Et même au sein des révolutionnaires, là où il y en a, il y a des courants qui s'affrontent pour l'exercice du pouvoir, ou ce que Gramsci appelait la création du consensus parmi les masses. Et certains d'entre eux peuvent être une arrière-garde de l'avant-garde révolutionnaire, d'autres une avant-garde de l'avant-garde. Moi, je l'ai vu à l'œuvre dans les quartiers vénézuéliens. Il y avait une quantité de collectifs révolutionnaires qui se définissaient les uns par rapport aux autres, symboliquement, sur ces enjeux-là. Oui. Mais ça, c'est une dialectique la dialectique révolution-réaction, c'est quelque chose qui est connu Bien sûr, et puis les longtemps. contre-révolutions, ça peut avoir plusieurs modes d'expression. Ça peut être la constitution de forces d'opposition, ça peut être la guerre civile, ça peut être les putschs militaires à l'intérieur de la révolution. Parfois, les putschs échouent, parfois, ça réussit, etc. Donc, moi, je crois que nous avons compris la question posée
Mohamed, d'une manière différente, moi je dis donc que toute révolution a ses contre-révolutions, plusieurs. Voilà, moi je préciserai un petit peu, l'opposition me semble trop tranchée. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire la révolution générale. C'est-à-dire qu'on se cristallise autour un petit peu des mêmes objets, des mêmes sujets, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse le réduire au singulier. La contre-révolution, ça me semble dangereux et pernicieux parce que c'est présupposé que vous auriez une opposition sur un truc bien précis. Alors qu'en fait, sur quoi va se faire l'opposition? Qu'est-ce qu'on va objecter et à qui? En plus, ça prend pas en compte la temporalité de la révolution. À quoi vous vous opposez? Aux origines, à la raison de la rupture, à telle ou telle évolution dans le processus. Le singulier de votre opposition me semble délicat. I have one addition here. Usually I agree with everything that is said here. But, and forgive me, this is complicated, so I'll speak in English. The nature of counter-revolution, you asked whether it can be seen as part of the revolutionary process. And here I think we have to treat revolution as a process that goes through a number of stages driven by contingency. So once the old regime loses power, there may or may not be a sufficient coalescence of opposition forces to create a meaningful counter-revolution. It is common, especially when the military is actively opposed to a revolutionary movement, for there to be a significant counter-revolution, often led by military officers. We had Kornilov in the Russian Revolution, De la Huerta in the Mexican Revolution. There are other cases. But there are revolutions where the main counter-revolutionary force is external. Right? Foreign intervention comes in, and that is the main counter-revolutionary force. Sometimes there is not sufficient domestic opposition to create a coherent counter-revolution. The American Revolution, most of the loyalists to Britain fled the colonies. They went back to Britain, they went to the Caribbean, they went to Canada. So there was opposition to various policies and elements in the American Revolution, but there was nothing like an organized counter-revolution threatening the new colonial regime. In the French Revolution, you recall, there was a counter-revolution in the Southwest that was religiously motivated. So the nature of counter-revolution, I believe, is a contingent stage common to revolutions. It's not always present, but it would be foolish to ignore counter-revolution as a tendency that is an inherent possibility in all revolutions. But as we'll talk about this afternoon, so much of what happens in revolutions is not predictable from the outset. Is not predictable. Okay. We have a question in the front. Hamid. Un grand merci à tous les trois. Je pense que, bon, effectivement, oui, je vais enlever très provisoirement. Oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la restauration comme un moment révolutionnaire. C'est un peu la lecture de Tocqueville, mais aussi sur la révolution de droite. Le franquisme se présentait ouvertement comme une révolution. Mussolini, bon, le discours de Mussolini d'avant et après 18, surtout après 18, se présente comme révolution. Mais mes questions seront peut-être à un autre niveau. Trois remarques aux questions donc à chacun. Donc, je parle en tant qu'anti-chaviste confirmé. Donc voilà, je l'assume d'emblée, même si j'ai beaucoup de sympathie pour beaucoup d'expériences de mouvements de gauche en Amérique latine, donc à la fois dans le passé et maintenant. Mais voilà, par rapport au chavisme, j'expose ma position. Mais pour le reste, je crois qu'effectivement, le succès du chavisme peut-être résidait dans deux faits. En premier lieu, cette attente de l'homme de salut, cette perspective effectivement eschatologique après l'épuisement d'un système, et que cet homme de salut a été en même temps le roi caché. La prison, l'échec, etc. Donc la possibilité d'un retour. Et puis, en deuxième lieu, le pétrole, qui a permis de construire un bloc hégémonique
au sens Gramsci, mais aussi de Jessop, c'est qui a permis au pouvoir, effectivement, d'élargir considérablement ses marges de manœuvre dans la société, de s'appuyer sur une alliance de classe et en même temps surplomber cette alliance de classe. Mais je pense que ce qui s'est passé après, dans le chavisme, mais déjà dans le vivant du chavisme, c'était la dynamique prédatrice qui existait dans le système et qui s'est totalement autonomisée. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on voit cette évolution aussi dans un pays comme le Nicaragua. Ça veut dire qu'il y a un moment révolutionnaire. Dans ce moment révolutionnaire, comme dans tout autre moment, il y a le potentiel de construire des cliques prédatrices. Et ces cliques prédatrices, voilà, voilà une dimension prédatrice. Et cette dimension prédatrice ne se mobilise pas immédiatement parce que c'est pas d'une dynamique, c'est pas d'une dimension téléologique non plus. Il n'y a aucune fatalité, mais au moment de crise, c'est cette dimension prédatrice qui émerge, qu'on peut voir aussi dans la Turquie d'Erdogan, etc., ou dans la Russie. Donc, c'est pas uniquement spécifique. Donc, voilà, ça, c'était le premier commentaire. Question. Et Gaël, donc, par rapport à toi, on a longuement discuté, effectivement, de savoir si la Révolution française est terminée. Bien sûr que la Révolution française est terminée, mais je me demande si la Révolution américaine est terminée. Parce que j'ai l'impression... Non, tu vas voir, c'est une ironie. Hein, c'est une ironie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette potentialité de radicalité que la société américaine peut proposer des pays, pour le meilleur et pour le pire, dans le sens de political correctness, mais dans le sens aussi de Andrew Jackson, dans le sens de Trump, dans le sens de nouveaux Tea Party. Et là, est-ce que dans la longue durée, tu peux nous apporter quelques éléments? Et puis, la troisième question, c'est qui m'a vraiment beaucoup, c'est qui m'impressionne chaque fois que je suis en Tunisie, mais aussi avec tes collègues tunisiens, c'est qu'ils saisissent parfois très peu les conséquences de ce qui s'est passé en Tunisie dans le monde arabe. Et c'est absolument considérable, mais aussi ce qui se passe dans un pays comme la Syrie, l'Irak, le Liban. J'ai l'impression qu'il y a un impact sur ce qui se passe en Tunisie. Comment? C'est qu'à un moment donné, après ce moment magique, parce qu'en 2011, il y avait un moment magique, on a de nouveau conclu que le monde arabe était le monde arabe dans l'ultra-singularité, dans son essence ontologique, dans sa construction culturelle tribalo-religieuse immuable. Ce monde arabe ne pouvait pas changer. Et c'est le discours d'Obama en 2008, en disant « on a tout fait, il n'y a rien à faire ». Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte de légitimation des formules dictatoriales ou autoritaires, des formules de stabilité de la part de systèmes internationaux par rapport au monde arabe de nouveau si singularisé et de nouveau si arrimé à son malheur, pour utiliser le terme de Samir Kassir. Et je crois que là, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, penser la Tunisie aussi, non pas par rapport à ce qu'elle est, dans son contexte maghrébin, dans le contexte qui le lie à l'Europe et aux États-Unis, mais aussi dans ce contexte un peu plus large, en plus un contexte aussi dans lequel la Tunisie exporte énormément de sa radicalité vers le Machrek, mais reçoit aussi beaucoup de violences qui viennent de la Libye et d'ailleurs. Moi, en fait, je vais te faire une réponse. Écoute, je vais la faire assez courte. Il y avait quand même un message principal, hein, la refondation de la République. Et on peut estimer, puisqu'ils ont réussi quand même à construire, donc j'ai absolument pas détaillé toutes les finesses, les richesses du système institutionnel américain, qui est merveilleux, vraiment, quand on lit les textes. Et ils ont réussi à rebâtir complètement un système institutionnel qui a marché. Voilà, donc pour moi, Dick Howard date la clôture de la Révolution, je crois c'est à l'élection de Washington. Il dit c'est le premier passage de relais, ou celle d'après, c'est le premier passage de relais sous la nouvelle Constitution qui acte le fait que ce soit rentré dans les mœurs. Après...
la nouvelle société démocratique est une société ouverte. Hein, la société qui rentre... bon. Et donc, elle ne va pas se figer par définition. Elle va changer, elle est multiforme. Et voilà. Et donc, la société est devenue ce qu'elle est devenue aux États-Unis. Et ce que j'observe quand même un petit peu, nous, on est à la 5e constite, les Américains ont réussi à conserver la charpente constitutionnelle d'origine, donc avec les amendements, etc. Mais elle a tenu. Donc, oui, enfin, donc c'est quand même, je trouve, une sacrée force. Alors là, on est évidemment certainement à un moment, enfin, voilà, il faudrait demander, voilà, mais ça a quand même réussi à tenir. Mais il y a des auteurs qui disent que ça ne tient plus. Hein. Oui, je sais, c'est pour ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ce que j'allais dire, mais on va pas s'embarquer là-dedans. Oui. Mais voilà, c'est cette immense potentialité de radicalité que d'autres sociétés européennes ont produit aussi. D'autres sociétés démocratiques ont produit aussi. Oui, ça c'est sûr. Moi, c'est ça. En fait, ma réponse, ce serait ça, c'est que on est dans des sociétés ouvertes, c'est-à-dire que par définition, n'importe quoi, entre guillemets, peut advenir. Merci, Amit, pour ces remarques. Hein. Je souscris totalement à ce que tu dis sur les deux éléments qui te paraissent significatifs. Alors, il y en a bien évidemment d'autres, mais ceux-là ont une place vraiment, vraiment importante dans la politisation révolutionnaire au Venezuela, en particulier dans l'adhésion très très longue que j'ai pu vraiment documenter. Je fais mon terrain entre 2007 et 2011, et plus de critiques dont je vous ai donné quelques exemples des inefficiences, de la bureaucratisation, de la corruption des élites à la tête du pouvoir à partir de 2011. Les classes populaires avaient inventé un nouveau terme, la boliburguesia, donc la bourgeoisie bolivarienne, ce qui est quand même très parlant. Hein. Donc une nouvelle élite qui s'était enrichie avec le pétrole. Et en même temps, la question que tu poses de finalement la possibilité que des cliques prédatrices émergent dans les phénomènes révolutionnaires, ça s'appuie sur une donnée sociologique qui est effectivement la vacance du pouvoir. Le pouvoir devient vacant, donc on l'occupe. Et en même temps, ça dépend sociologiquement, pour le Weberien que je suis, de deux facteurs très importants, il me semble. Tu me diras ce que tu en penses. Mais le premier facteur, c'est la constitution historique des élites et donc la solidité, on pourrait dire, des États. Hein. Et la forme aussi que prend cet État, c'est-à-dire des États potentiellement patrimoniaux. Hein. Weber utilise cette catégorie, la domination patrimoniale. Voilà. Plus, au fond, l'État s'est historiquement constitué sous une forme patrimoniale, c'est-à-dire avec une chance historique donnée aux élites à la tête de l'État de pouvoir disposer personnellement ou pour leur clan familial des ressources de l'État. Et plus, voilà, les élites se sont constituées historiquement de cette façon-là, plus des chances qu'une révolution surgisse et qu'elle donne lieu à une clique prédatrice sont importantes. Et deuxième facteur, la rente. Lorsque ce premier facteur se conjugue avec des économies rentières, où justement l'appropriation des ressources de l'État passe par la mainmise qu'on exerce sur une rente économique, le pétrole, le gaz, les diamants, et là évidemment, tu as les deux facteurs qui peuvent produire ce phénomène. Donc c'est bien le cas du Venezuela. Hein. Au Venezuela, on a un État patrimonial et un État qu'un grand anthropologue, Fernando Coronil, a qualifié d'État magique, du fait justement de ce caractère magique de la rente pétrolière. Le pétrole est une ressource dont le prix varie de façon très aléatoire. Donc ça donne lieu à une politique publique à l'échelle de l'État qui est aussi très aléatoire. On l'a vu avec Chavez, une politique sociale qui suivait clairement les cours du pétrole. Et donc là, évidemment, la possibilité que cette clique émerge était très forte.
Et je l'ai observé, hein, j'ai fait des entretiens avec des bureaucrates, des fonctionnaires, des ministres, et la corruption de cette classe dirigeante était vraiment très importante. Ça ne nous dit pas grand-chose de ce qui se passe dans les espaces populaires, donc dans ce canal subjectif, et même il se peut souvent que ce canal subjectif se constitue contre une corruption, voilà, qui est observée, mais évidemment c'est là tout le vertige de cette révolution, hein. Monopoliser la parole, mais aujourd'hui, je pense que le chavisme est contre le madourisme, hein, donc au sein de pas mal de classes populaires. Après, je pense qu'effectivement, on peut envisager l'hypothèse de l'État patrimonial, mais non weberien que je suis, cette fois-ci, je me référerai à ce que Weber disait de la construction de l'État, c'est que l'État, initialement, n'est pas du tout une forme institutionnalisée, le monopole de pouvoir, etc. L'État, initialement, est une mafia qui réussit. Une mafia, voilà, qui s'empare de l'espace, des ressources économiques et des ressources de la violence. Et ce phénomène-là ne s'observe pas uniquement au Venezuela. Et je pense qu'effectivement, peut-être que le Venezuela de Maduro, les subjectivités du Venezuela de Maduro peuvent s'exprimer, y compris contre Maduro, par le chavisme, mais l'évolution de Venezuela peut être obéie à d'autres logiques aujourd'hui que la logique révolution contre révolution. I think that will have to be our last comment for now, but I'm excited to see that the debate is very much alive. So Je répondrai cet après-midi, si tu veux. yeah, so we'll return this afternoon. We resume at 3 o'clock à 15h, and we hope to see everyone back then. Have a pleasant lunch break, and we'll see you on our return.